Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la compréhension et le décryptage des tendances et des actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine thématique où nous ferons un point sur l'investissement, l'acquisition de voitures de collection, comment se porte le marché des voitures de collection. Nous en parlerons avec Gauthier Rossignol, associé et directeur du département automobile de collection au sein de la maison Agut. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où cette fois-ci nous ferons un point sur la consolidation en cours au sein du secteur des conseillers en gestion de patrimoine, un échange que nous aurons avec Meyer Azoghi, le coprésident du groupe Cyrus. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous retrouverons Thibaut Delahaye, le président de Delahaye Capital, avec qui nous ferons un focus sur les différentes clauses bénéficiaires spécifiques d'un contrat d'assurance vie. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment se porte le marché des voitures de collection, des automobiles de collection? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Smart Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Gauthier Rossignol. Bonjour Gauthier. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé et directeur du département automobile de collection chez Agut. On a vu un des événements emblématiques des voitures de collection se tenir il y a quelques semaines, Rétromobile. Vous-même, vous avez tenu une vente il y a quelques jours en vente un certain nombre de voitures de collection. Première question assez large. Comment se porte le marché début 2026 des automobiles de collection pour les épargnants qui seraient intéressés potentiellement à l'idée d'acheter, de placer une partie de leur épargne, voire d'investir dans une voiture de collection? Déjà, ils ont bien raison, mais le marché se porte bien, mais le marché est assez inégal. Voilà, c'est comme quand on dit que c'est la crise, tout le monde le dit, puis d'un seul coup, la crise est de plus en plus forte. Quand on dit qu'un marché est bon, tout le monde se jette dessus. Il faut nuancer ses propos. Oui, le marché se porte bien parce que les chiffres n'ont jamais été aussi hauts. D'accord. Le volume de vente n'a jamais été aussi impressionnant. Je parle du nombre de transactions et de la valeur, du montant global des transactions. C'est un marché qui est mondial, c'est absolument pas un marché qui est européen ou national ou juste américain. C'est un marché qui est international. Ça veut dire que vous, chez Agut, quand vous mettez en vente des voitures de collection, vous avez des acquéreurs du monde entier qui viennent? J'ai un exemple très précis. Vous l'avez dit, notre vente avait lieu dimanche dernier, donc le 15 mars. On est mardi, 81% des voitures ont été vendues à l'étranger. D'accord. Okay. On a vendu 69% des lots, pour être précis. Hors after sale, donc c'est les voitures qu'on vend après le coup de marteau final, c'est 69% des lots vendus. Sur ces 69%, c'est 81% des lots qui partent à l'étranger. D'accord. Donc oui, c'est colossal. Heureusement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'argent en France, bien au contraire. Ça veut dire que les liquidités sont plus aussi disponibles qu'avant. Certaines personnes me disent: l'automobile est une valeur refuge. Oui, bien sûr, l'automobile a toujours été une valeur refuge, l'automobile de collection. Et en plus, c'est un marché qui a connu une progression colossale entre 2008 et 2015 et qui a reconnu encore une fois, juste après le Covid, mais bien ça, sûr, tous les marchés en 2021-2022 se sont littéralement envolés. 2023 a marqué plutôt le pas chez beaucoup de personnes, 2024 chez d'autres. 2025 a été globalement une bonne année. Et on s'est rendu compte en janvier 2026 que les États-Unis explosaient littéralement. On avait déjà eu des signaux qui étaient très forts à partir d'octobre 2025. Ça s'est réellement concrétisé en janvier 2026. Est-ce que ça va arriver sur la vieille Europe? Exploser, pardon, ça veut dire exploser à la hausse ou exploser à la hausse. Oui, pardon. Oui. Il n'y a pas de crack. Non. Ça explose favorablement. D'accord. Mais encore une fois, il faut nuancer ça parce que tout ne va pas à la hausse. Il y a encore une fois, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander votre âge, de demander ton âge, mais moi j'ai 43 ans. Bon, j'ai tendance à dire que moi je suis un peu à part parce que j'aime tout ce qui fait l'automobile. Donc que ce soit des voitures des années 20 à des voitures des années 2020, c'est pareil. Mais c'est générationnel. Un jeune collection. C'est qu'on est sur un marché où plus les années passent, plus il y a de nouveaux modèles qui arrivent, donc l'offre en fait se renouvelle. Et est-ce qu'on a une demande qui se renouvelle aussi avec des acquéreurs de plus en plus jeunes qui viennent chercher? Je voyais par exemple dans la vente que vous aviez dimanche dernier, une R5 par exemple qui se vendait ou une 205. Ça veut dire que là, on est des modèles qu'on a pu connaître dans son enfance deviennent des modèles de collection et il y a une clientèle pour ça. Oui, il y a une clientèle pour ça. En fait, il y a une clientèle pour tout dépend de la qualité du bien et tout dépend de son prix. Mais on se retrouve dans un conflit générationnel
générationnel où ce qui était l'âge d'or de l'automobile il y a quelques années, les années 50 aux années 70, passe un peu au second plan. D'accord. Pour des voitures des années 90, 2000, voire 2010. Et vous l'avez souligné, des voitures rentrent en collection de plus en plus tôt. Avant, une voiture de collection, c'était forcément plus de 30 ans, voire 50 ans. Aujourd'hui, une voiture de collection, certaines Ferrari sortent et sont déjà elles sont déjà collectionnées. Alors c'est clairement des produits d'investissement, mais des Youngtimer à 30 000 aujourd'hui, qui n'ont que 15 ans, sont devenus des voitures de collection, sont déjà collecteurs. Voilà. D'accord, Il y a peut-être une nuance à faire entre voiture de collection et collector. D'accord. La 205 GTI, elle est plus que collector, c'est très clairement devenu une icône des années 80, c'est les années plastiques, donc c'est en plus une obsolescence programmée par rapport à de la tôle qu'on peut Bien sûr, refaire. ouais. Et donc ça Mais crée quoi? c'est Ça une crée voiture de collection, ça crée de la rareté. Ouais, Mais oui, d'accord. une Finalement. obsolescence programmée dans le modèle, parce que de la tôle, on pourra toujours la refaire, du plastique, à un moment donné, la pièce casse, il faut la refaire, on n'a pas forcément les moules, c'est pas forcément rentable pour le constructeur de le faire. Mais une 205 GTI en super bon état qui n'a que 6700 km, c'est rarissime. La R5 qu'on a vendue qui n'avait que 12 km, qui fait un record du monde. Bah oui, c'est extraordinaire. Et vendre ça 57 000 euros, ça reste un objet populaire, plus de 5 millions d'exemplaires produits, mais il n'y en a qu'une. Sur les 5 millions, il n'y en a qu'une qui n'a que 12 km aujourd'hui. Je dois annoncer qu'elle a passé les 13 km en la montant sur le camion dimanche soir. D'accord. Voilà. C'est important. Un mot peut-être, vous avez mentionné tout à l'heure, valeur refuge. Alors on imagine bien qu'on n'investit pas dans une voiture comme on investirait dans l'or pour couvrir un portefeuille d'investissement, mais on considère ça quand même pour... Si, ça peut arriver. D'accord. Ouais. Malgré les montants, ça peut arriver. D'accord. Ça arrive très largement. En tant que pur investissement, pure stratégie d'investissement. Pur investissement. On avait un invité assez particulier jeudi soir lors de notre conférence. Ce monsieur stocke 10% du parc automobile dédié à la marque Ferrari en France. C'est un petit peu plus de 1200 Ferrari. D'accord. Sur ces 1200 Ferrari... Donc il est propriétaire ? Non, ah oui, il n'est pas propriétaire. C'est le concessionnaire de Ferrari, c'est M. Neubauer qui a racheté Charles Pozzi il y a plusieurs années. Donc l'importateur Ferrari officiel en France. Et sur ces 3 lieux de stockage, c'est plus de 1200 Ferrari stockés. Il y a à peu près 12 000 Ferrari en France, toute année confondue. Et sur ces 1200 Ferrari, il y en a plus de 400 qui n'ont pas dépassé les 100 km. D'accord. Donc, c'est aujourd'hui très clairement un produit d'investissement. Je parle vulgairement de produit parce qu'il faut désacraliser la chose, même si c'est pour moi un produit passion. Pour certaines personnes, c'est très clairement un investissement. Qu'on achète, qu'on stocke et sur lequel on spécule quelque part. Oui, complètement. Complètement. Mais il n'y a pas que Ferrari qui est sujet à ça. Beaucoup de marques aujourd'hui, surtout dans des voitures très modernes, sont la cible d'investisseurs. Et c'est aussi pour ça que c'est 476% d'augmentation entre 2012 et 2015 et un peu plus de 200% d'augmentation depuis le Covid sur certains modèles. Donc c'est colossal. Je prends un autre exemple, on va beaucoup parler de Ferrari, mais une Ferrari Enzo se vendait autour des 5 millions d'euros en octobre 2025, pardon. Aux États-Unis, on est à 17. Dernière question, Gauthier Rossignol. On a parlé des États-Unis qui explosent favorablement sur le secteur donc de l'automobile de collection. En Europe, en France, on peut s'attendre à la même tendance en 2026 ? Il y a 6700 km qui nous séparent et un océan. Nous, on nous appelle souvent la vieille Europe. Forcément, il va y avoir un impact petit à petit et cet impact est bénéfique. La seule chose, c'est que chaque chose prend son temps et en l'occurrence, chez nous, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Chez eux, l'argent est désacralisé. Il y a beaucoup plus de cash. C'est l'argent de la tech, c'est l'argent de la crypto. Chez nous, quand on nous dit tout est en bourse et la bourse se porte pas très bien, tout le monde va venir sur l'automobile. Pour que ce cash parte de la bourse pour aller sur l'automobile, il faudrait pour cela que les gens vendent, c'est absolument pas le bon moment pour vendre. Donc si on a du cash, oui, chez nous, ça va se traduire tout de suite dans des valeurs à la hausse. Mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais très clairement, on voit déjà les premiers effets, bien sûr. Merci Gauthier Rossignol de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Et nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Jusqu'où ira la consolidation du secteur des CGP et surtout quelle tendance se dessine au sein de cette consolidation en cours du marché? Voilà le sujet qui va nous animer à présent avec Meyer Azoghi, le président du groupe Cyrus. Bonjour Meyer Azoghi. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. On va évoquer avec vous cette consolidation à l'œuvre depuis plusieurs années et qui continue sur le secteur donc des professionnels de la gestion de patrimoine. Vous constatez qu'il y a eu plusieurs tendances sur ce marché. Il y a d'abord eu des cabinets qui se sont rachetés entre eux, ensuite les fonds
fonds de private equity sont arrivés sur le marché et on voit maintenant les mutualistes arriver également sur le marché. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette grande phase de consolidation qu'on voit depuis plusieurs années sur ce secteur de la gestion de patrimoine, Groupe Cyrus, qui a lui-même réalisé un certain nombre d'acquisitions. Et on parlera dans un instant de l'évolution peut-être aussi à venir côté Cyrus. Écoutez, c'est une phase un petit peu naturelle de tout marché qui consolide. J'avoue que l'arrivée des industriels, nous l'attendions pour un temps futur, elle arrive un petit peu plus tôt. Il faut voir si c'est une tendance de fond ou pas. Ce que l'on voit, encore une fois, c'est un marché qui a besoin d'être structuré, qui a besoin de grandir et qui voit arriver, je crois qu'il y a aujourd'hui 25 fonds d'investissement, je n'arrive plus à les compter. Donc forcément, il y en a beaucoup. Il y a eu des fonds small cap, mid cap, maintenant large cap. Nous sommes quelques-uns à avoir des fonds large cap dans le capital. Bien sûr. Donc c'est quelque chose de naturel pour un marché qui est en phase de consolidation, concentration, mais avec d'autres caractéristiques. Il n'y a pas simplement le rapprochement. Je crois qu'il y a aussi une vivacité du marché. Il y a beaucoup de nouveaux entrants. Oui, qui sont d'ailleurs souvent des appellations de multifamily office, qui est un terme intéressant, qui va peut-être vers la tendance vers laquelle nous devrions aller. Moi, j'assimile family office pas simplement à facturation d'honoraires, mais à une plus grande transparence, qui de toutes les façons est là. Donc ces acteurs, aujourd'hui, sont encore un peu trop nombreux. Je pense que le marché va se durcir un petit peu parce que les coûts d'acquisition sont élevés, les coûts de financement sont élevés, et il faut trouver un chemin commun avec des vraies synergies, des synergies de revenus. Et je pense, en tout cas, nous, le modèle que nous essayons de mettre en place chez Cyrus, c'est de faire grandir des cabinets qui nous rejoignent. On peut en citer quelques-uns qui sont là depuis 3-4 ans, qui ont doublé de taille en 3-4 ans. D'accord. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de CGP qui ont le savoir-faire technique, qui ont le savoir-être pour traiter des clients de plus en plus importants, mais qui n'ont pas encore suffisamment d'image, de sécurisation, la profondeur de l'offre, et tout ça est en train d'arriver avec la taille, avec les limites que ça peut apporter aussi, parce que la taille ne doit pas nous amener à ressembler à ceux que nous ne voulons pas ressembler. Un groupe de gestion de patrimoine qui ne serait pas forcément dans l'accompagnement personnalisé de ses clients. C'est la question que peuvent se poser pas mal de monde. Absolument, c'est pour ça que chez Cyrus, nous avons l'obsession aujourd'hui d'identifier ce qu'on a appelé le génome du CGP. Qu'est-ce qui a fait que sur ce marché, il y a 30 ans, 40 ans, on n'existait pas et qu'aujourd'hui, nous représentons un petit peu moins de 10% de part de marché, avec une tendance qui augmente, même si la tendance n'est pas suffisamment forte. Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi est-ce que les clients viennent nous voir? Et donc, il y a certaines caractéristiques, et c'est ces caractéristiques que nous ne devons absolument pas perdre, mettre au cœur de notre dispositif l'architecture ouverte, l'ingénierie patrimoniale, la proximité, la disponibilité, la pérennité de la relation. Dans le groupe, plus d'un salarié sur deux est actionnaire. C'est notre plus grande fierté. 55% des salariés, des 550 personnes, sont actionnaires. 70% des gérants privés, des gérants de fortune, donc ceux qui sont en relation avec les clients, sont actionnaires. Donc on voit bien qu'il y a des modèles différents qui sont en train de se constituer sur le marché, parce que l'arrivée d'un mutualiste pose forcément la question de la phase d'après. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire que des mutualistes arrivent sur le marché des CGP aujourd'hui? Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de fonds qui y sont depuis plusieurs années. L'arrivée des mutualistes, comment on l'interprète? Qu'est-ce que ça dit du marché des CGP aujourd'hui? Les mutualistes ont du temps devant eux. Ils valident, comme beaucoup de monde, que notre marché est en croissance. Ils voient derrière. Les mutualistes, ça voit loin, ça voit très long. C'est de l'actualisation de flux futurs, en disant le marché, notamment de la retraite, bien sûr, arrive, il est évident, c'est une question d'années, et ils souhaitent prendre une part sur ce marché. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils arrivent en tant que distributeurs qui vont intégrer des CGP, qui seront leur force de vente demain? Bien évidemment qu'ils ne peuvent pas arriver avec ce langage. Bien sûr, oui. Parce qu'il ferait fuir pas mal de monde. Mais ce n'est pas impossible que beaucoup d'acteurs industriels trouvent une source de distribution auprès des CGP. Et le groupe Cyrus, avec notamment l'activité de Wealth Cyrus Erez, a la volonté de grossir suffisamment pour être indigeste pour tout groupe qui viendrait vouloir nous intégrer, parce qu'à vouloir nous intégrer, il nous désintégrerait. Donc on doit rester ce que nous sommes, et pour ça on a besoin d'être plus fort, plus grand, et pouvoir peser dans les discussions avec nos actionnaires.
Quand on est valorisé plus d'1 milliard, est-ce que, alors je ne sais pas si c'est en euros ou en dollars d'ailleurs, mais quand on discute avec Payet Partners, j'imagine que c'est en dollars. C'est en euros, c'est un fonds français, j'en suis D'accord. très très fier En euros, pardon. d'avoir un fonds français, un des plus beaux fonds européens, qui sait accompagner des entreprises dans la durée. Et donc, quand on valorise... Quand on est valorisé plus d'1 milliard d'euros, donc 1,2 milliard, est-ce qu'on commence à devenir indigeste pour des mutualistes? Je ne pense pas que la valeur soit... non, pour les mutualistes, ils ont de l'argent, plus ou moins, mais non. Ce qui rend indigeste, le terme est peut-être un petit peu exagéré, c'est d'être suffisamment iconoclaste pour que notre futur actionnaire, s'il est industriel, comprenne bien qu'il n'a pas intérêt à casser le modèle. Nous intégrer pour dire demain vous êtes une force de distribution, c'est de la perte de la valeur. Il faut qu'il y ait des acteurs non bancaires forts qui sont sur ces piliers dont je parlais, l'architecture ouverte, la profondeur de l'offre, l'ingénierie patrimoniale, cette empathie, non pas que les banquiers n'ont pas d'empathie, ce serait stupide de le dire, c'est la façon dont nous travaillons le temps long avec une offre plus large et sans avoir, il faut le dire aussi, les inconvénients du statut bancaire. Nous avons beaucoup d'une réglementation qui est florissante, des millefeuilles qui viennent se rajouter, mais qui sont aussi quelque part une barrière à l'entrée. Nous déplorons que par moment, elles empêchent certains CGP, on les voit, on dit dire j'en peux plus. Avant, je passais 90% avec mes clients. Aujourd'hui, j'en passe moins de la moitié parce qu'il faut remplir des documents toute la journée. Bien sûr. On espère tous que l'IA va nous aider à faciliter, mais il peut y avoir un effet pervers. Il y a une volonté de protection de l'épargnant qui est nécessaire, mais parfois elle va un petit peu trop loin. Le mérite, c'est qu'elle élimine aussi les canards boiteux. Il n'y en a quasiment pas dans notre profession. Nous sommes dans une activité réglementée, mais qui s'est énormément professionnalisée. Et cette taille permet de le faire. Et encore une fois, toutes les analyses stratégiques prouvent que c'est un marché qui est amené à se développer avec plusieurs modèles. Nous souhaitons garder la caractéristique des salariés associés au capital. Il y a aujourd'hui 85 nouveaux salariés. Est-ce qu'il y a donc ce fonds, PAI Partner, qui va rentrer au capital du groupe Cyrus? Oui. On parle de 60% de prise environ du 60%, capital. Tout à fait. Ça veut dire qu'il en reste 40% donc aux mains du groupe Cyrus, et vous avez cette volonté de partager le capital avec les salariés. Il y a 85 nouvelles personnes qui n'étaient pas actionnaires qui le deviennent. D'accord. Donc nous avons une part du capital moins grande, même si on a encore 40%, ce qui est quand même significatif, mais il y a de plus en plus de monde qui participe. Et ça, c'est un modèle que nous souhaitons pérenniser, qui fera que nous pourrons être indigestes aussi, et que notre actionnaire futur doit comprendre que c'est une valeur ajoutée énorme dans la relation avec nos clients, dans cet alignement d'intérêts qu'il peut y avoir. Et contrairement aux absurdités, pour ne pas dire imbécilités qu'on peut entendre, parce qu'il y a un fonds majoritaire, on va vendre des produits, c'est du n'importe quoi. La vraie valeur de notre entreprise, c'est la confiance de nos clients. Et c'est pas parce qu'on a un fonds majoritaire qu'on devient un voyou ou qu'on ne respecte pas nos clients qui nous ont fait. Et sans eux, la valeur de notre entreprise ne vaut rien du tout. Quelle stratégie pour Cyrus avec l'entrée de PAI Partners au capital à venir? C'est une accélération avec toujours deux moteurs, la croissance organique et la croissance externe. La croissance organique est indispensable. C'est la vitalité d'une entreprise. Sans croissance organique, il ne peut pas y avoir de pérennité. Donc nous allons recruter, nous sommes en phase de recrutement. Je ne sais pas où est la caméra. Amis banquiers, amis CGP, venez nous rejoindre et participer à cette magnifique aventure qui dure donc de nouvelles acquisitions depuis 37 ans. Oui. En tant que collaborateur recrutement, mais également de la croissance externe par l'arrivée. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de convergence entre les métiers du MFO, dont on parlait, et de la gestion de fortune. Il y a un modèle à trouver, probablement hybride, entre le 100% honoraire, qui exclut 100% des rémunérations, et d'accepter des rémunérations qui sont disclosées, transparentes, avec un hall inclusive. Et donc la croissance externe, d'abord en France, ensuite en Europe. C'est un mouvement européen qui est en train de se mettre en place. Les Français sont tout petits. Nous sommes quelques-uns à gérer plus de 10 milliards. Les Anglo-Saxons, même en Europe du Nord, des Soderbergh gèrent plus de 100 milliards. En Angleterre, des Evelyn ou d'autres gèrent plutôt 200 milliards. Donc, eux vont arriver. D'accord. Et donc, à un moment... Il faut y aller aussi. Il faut y aller. Soit on est sur un marché en consolidation, soit nous sommes un des acteurs de la consolidation, soit nous sommes une cible de la consolidation. Avec PAI, notre objectif est de faire en sorte
que dans 5 ans, nous soyons un des acteurs de cette consolidation européenne, en accompagnant d'abord les clients français à l'étranger, dans les pays francophones, la Suisse, Luxembourg, Belgique, mais de plus en plus en dehors, parce que les Français voyagent beaucoup, s'installent, et il y a une population française qui est à l'étranger. Et une fois qu'on aura su servir cette population, on s'attaquera à une population locale. Mais vous savez, j'aime à répéter que Cyrus, en étant un des leaders, en France, ne détient que 0,5% de part de marché. Donc c'est bien d'aller à l'étranger, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire en France. 0,5% de part de marché sur l'ensemble du Ouest. Bien et sûr. 1% pour les clients qui nous confient plus de 250 000 euros. Donc il y a de quoi faire en France par de la croissance organique, de la croissance externe, tout en gardant notre âme. C'est ce que je m'évertue à faire avec Patrick Ganancia au quotidien. Rapidement, sur le temps qui nous reste, vous avez mentionné les nouveaux acteurs qui arrivent, les nouveaux CGP qui arrivent sur le marché. C'est vrai qu'on en croise beaucoup, des jeunes qui ouvrent des cabinets et qui collectent assez rapidement. Absolument. Qu'est-ce que ça nous dit des attentes des clients et du secteur aujourd'hui ? Ils répondent à une demande qui n'est pas aujourd'hui suffisamment servie par les banques. Il y a une segmentation qui se fait de plus en plus. Il ne faut pas négliger la force des banques qui ont des parcours de digitalisation très forts, qui ont du mal encore à rivaliser avec des Revolut ou d'autres acteurs, mais qui sont présents, mais qui n'arrivent pas encore. Il y a un ventre mou, l'expression n'est pas très jolie, de clients qui ne sont pas suffisamment riches pour être traités par des pure players qui, en dessous de 10, 20 millions, ne vous regardent pas. Et donc, nous, notre objectif au sein de Cyrus, c'est d'attaquer ce marché au-delà d'1 million. Et si on doit prendre une fourchette entre 1 et 10 millions, qui n'est pas suffisamment servi, et c'est nouveau. Entrants, CGP, Family Officer, répondent à une demande qui est là. Ce sont de très bons techniciens qui ont un bon réseau, un relationnel qui fait que les clients les suivent. Ils travaillent avec des experts comptables, des avocats, des spécialistes de la fusion, et ils sont en train d'apporter ce dynamisme qui fait que le nombre de CGP augmente malgré la concentration, malgré ceux qui partent à la retraite ou ceux qui vendent. Le nombre de cabinets globalement augmente de 30 à 40, ne serait-ce qu'à la CNCGP, qui est le syndicat auquel nous appartenons. Il y a 40 à 50 nouveaux cabinets par mois. D'accord. Ça prouve qu'il y a une dynamique qui est là, et nous avons une chance énorme d'être sur ce marché qui est en développement. Il y a encore énormément de choses à faire. Merci beaucoup, Meyer Azoghi, de nous avoir accompagnés dans Enjeu Patrimoine. Je rappelle que vous êtes coprésident du groupe Cyrus. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous vous proposons pour conclure un focus sur les clauses bénéficiaires spécifiques d'assurance vie. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Thibaut Delahaye. Bonjour Thibaut Delahaye. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Delahaye Capital. Alors, ces clauses démembrées ou clauses à option dont on entend parler souvent dans les contrats d'assurance vie, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Écoutez, c'est pour moi ce qu'il y a de plus utile pour la transmission, puisqu'en général, on a la clause classique, mon conjoint survivant, à défaut, mes enfants, etc. Il y a aujourd'hui 2 moyens de favoriser la transmission. La première, la clause bénéficiaire démembrée, elle consiste en quoi ? Elle consiste à donner l'usufruit à son conjoint survivant et la nue propriété à ses enfants. Le conjoint survivant, donc on ne peut pas en réalité démembrer une somme d'argent, donc il se crée un quasi-usufruit. Et le conjoint survivant, ensuite, à son décès, que se passe-t-il ? Soit il n'a pas consommé cet argent et finalement les enfants récupèrent cette somme d'argent qui n'a pas été consommée sans droit de succession. D'accord. Soit il a consommé cet argent et comme il y avait une créance de restitution auprès de ses enfants, il devait cet argent à cet enfant. La somme qu'il a consommée vient en déduction du reste de la succession. D'accord, ok, tout simplement. Donc ça permet d'optimiser cette transmission, exactement. Ça, c'est pour la clause démembrée. Absolument. Clause à option. Alors, clause à option, aujourd'hui, c'est que la majorité des clauses bénéficiaires des assurés en France disent mon conjoint ou mes enfants. Donc, en gros, le bénéficiaire du contrat a le choix entre accepter le contrat, donc dans sa totalité, ou renoncer au contrat. D'accord. La clause à option permet juste de dire de déterminer des quotités qui seraient choisies par le bénéficiaire. Donc, par exemple, 10, 20, 30, 40, etc. Voilà. Donc, c'est à la main, évidemment, de l'assuré, à l'origine, mais ça donne, du coup, une très grande liberté
ensuite au bénéficiaire et de prendre ce dont il a réellement besoin. C'est vrai, on dit mon conjoint ou mes enfants, ça veut dire que on désigne majoritairement sa famille. Est-ce qu'on peut désigner quelqu'un d'autre que sa famille? Bien sûr, l'assurance vie permet de désigner qui on veut, alors aussi bien un ami, un amant, une association, une fondation. D'accord. Enfin bref, on est extrêmement libre dans les bénéficiaires. Donc on choisit et on bénéficie du même régime fiscal, du même Absolument. abattement. D'accord. Il n'y a aucune différence de traitement, quel que soit le lien de parenté avec l'assuré. Donc c'est le régime de l'assurance vie, donc la fiscalité afférente. Est-ce qu'il faut mettre à jour sa clause bénéficiaire régulièrement? Est-ce que ça veut dire qu'on change d'avis quand on met à jour sa clause bénéficiaire? Enfin, comment on intègre ça? Oui, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à modifier sa clause bénéficiaire. Il y a évidemment l'évolution de son âge. Quand on a 40 ans ou 50 ans, qu'on désigne son conjoint survivant, c'est évidemment très utile. Si à 75 ou 80 ans, le conjoint survivant a par ailleurs un patrimoine, il n'a pas forcément besoin de récupérer les fruits. Donc on peut changer et mettre directement ses enfants. Ou cas qui arrive malheureusement de temps en temps, le divorce. Alors la séparation, puisque le divorce, souvent il y a marqué mon conjoint non séparé ou non divorcé. Oui. Si ça n'a pas été spécifié et qu'on est séparé de son conjoint mais qu'on n'est pas divorcé, le conjoint peut potentiellement récupérer les sommes alors que ce n'était pas forcément votre volonté. D'accord. Juste du coup, pour conclure, quel conseil vous donneriez aux détenteurs d'assurance vie pour s'assurer d'avoir suffisamment intégré tous les enjeux de sa clause bénéficiaire? De faire régulièrement le point avec le courtier, conseiller en gestion de patrimoine qui les a aidés dans la rédaction il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. D'accord. Puisque votre situation peut avoir changé et donc c'est nécessaire de revoir ça régulièrement. Et la clause type, elle ne correspond pas à tous les cas de figure et on se dit qu'on est tranquille puisqu'on a tout intégré avec la clause type? Elle est générique, donc par définition, elle couvre la majorité des cas, mais elle ne couvre pas les cas spécifiques. Donc il faut effectivement se faire accompagner par un professionnel, si je comprends bien, et intégrer que sa situation familiale peut évoluer, tout simplement. Exactement. Merci Thibaut Delahaye de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes président de Delahaye Capital. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur Bismart for Change. Vous pouvez également nous retrouver en replay sur bismart.fr. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart for Change.